Qui, de l'exorciste ou du géobiologue, rendra la sérénité à ce lieu? Patrick Drouot dit être immortel. À son actif, quelques 3000 vies et une technique, la régression. Notre équipe a testé pour vous ce voyage dans le temps. J'ai le sentiment d'étouffer un peu, comme si j'avais un corset en fait. Entrer en contact avec l'au-delà, c'est possible pour certains par la seule volonté. Les esprits, eux, se manifesteraient par n'importe quel moyen, parfois spectaculaire. Ce jeune médium prétend voir et entendre les défunts. Pourra-t-il communiquer avec les proches disparus de nos 3 témoins? Il a accepté d'être mis à l'épreuve. Frôler la mort et revenir à la vie. Une expérience bouleversante pour ceux qui l'ont vécu. Myriam nous racontera son voyage dans l'au-delà. Nicole a perdu sa fille il y a 2 ans. Depuis, elle dit communiquer régulièrement avec elle. J'ai envie de t'entendre, si tu le veux bien, si tu n'es pas occupé ailleurs, si tu es disponible. Pour preuve, selon Nicole, des messages laissés par sa fille sur son magnétophone. Avant toute chose, je voudrais vous présenter celui qui va m'escorter dans ce voyage insolite. Je vous demande d'accueillir le journaliste Stéphane Berthaud. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Marianne, je suis ravi de vous retrouver, bonsoir. Oh, mais pour moi le temps a été très long aussi, vous savez. Mais nous y voilà et je vous propose pour commencer de suivre une expérience surprenante à laquelle s'est prêtée pour nous l'une des plus célèbres voyantes de France, Maude Christen, que la presse définit en général comme la plus cartésienne des tireuses de cartes. Alors elle a accepté de faire devant nos caméras la démonstration de ses talents divinatoires, les yeux fermés et sans rien connaître de son itinéraire. C'était une expérience étonnante que va participer Maude Christen, faire revivre le passé de 2 sites bruxellois, des lieux que la Parisienne ne connaît pas, des lieux qui aujourd'hui n'existent plus. Parviendra-t-elle à décrire l'histoire de ces sites mythiques? La voyante s'en dit capable, même si elle l'affirme en ce domaine, rien n'est certain. Alors, on est petit toutou? Ah non, d'abord petit toutou. Tu vas trouver une maman qui va venir te chercher. Tu vas trouver quelqu'un qui va venir te chercher. Parce que tu es vraiment très mignon. La seule condition que nous a posée Maude Christen pour participer à cette expérience est d'associer sa renommée à la cause animale. Nous l'emmenons donc dans un refuge de la capitale. Les animaux sont au centre de ma vie et la préoccupation de leur bien-être aussi. Je trouve que ce sont des êtres sensibles et souffrants, autant que nous. Et ce n'est pas tant parce que j'aime les animaux, même si c'est vrai que je les aime, c'est parce que je crois qu'ils ont des droits. Et l'animal domestique a besoin de l'homme. Et je crois que dans le marché qu'il y a entre l'animal domestique et l'homme, c'est l'homme qui est vraiment gagnant. Largement gagnant. Mais voici venu le moment du défi. Non, je vois rien du tout. Alors faites attention je crains pour le maquillage à l'arrivée, mais on verra ce qui se passe. Ah bah écoutez. Maude Christen a les yeux bandés. Son foulard ne lui sera enlevé qu'une fois le premier site atteint. Elle ignore la destination que nous lui avons réservée. À tout de suite. Il faut surtout pas que j'essaye d'anticiper dans la mesure où je risque d'anticiper non pas sur la cible, mais sur un endroit dans lequel on va passer dans 1 minute. Et qui sera chargé aussi, et qui ne sera pas la cible. Ce que j'appelle la cible, c'est le lieu où vous allez m'emmener. Donc il ne faut surtout pas que je me déclenche. Non, je me relaxe, je fais un peu de méditation en fait. Mais surtout, je n'essaie pas de voir quoi que ce soit. Voici le lieu choisi, le Brusilia, la plus haute tour d'habitation en région bruxelloise. Nous sommes à Schaerbeek, au pied du parc Josaphat. Je vous en prie. J'ai un peu d'appréhension là, à avancer. Voilà. Allez-y. Rien ne reste de l'édifice qui se trouvait auparavant sur ce site. C'est au 25e étage que nous emmenons Maude Christen, dans l'appartement d'un particulier. Appartement. Et là, vous pouvez enlever le ventre. Ok. Comment on se sent? Bah, ébloui. Tout simplement pour le moment. C'est en lieu et place de cette tour que se dressait jusqu'en 1967 le Palais des Sports de Schaerbeek, un édifice inauguré en 1913.
Cyclisme, boxe, basket, hippisme, de grands noms fait vibrer les quelques 10 000 spectateurs que pouvait accueillir le palais. Johnny Hallyday ou les Rolling Stones ont aussi enjoué la salle. Dans ces heures les plus sombres, le palais bruxellois a également abrité les meetings politiques du collaborateur nazi Léon Degrelle. Que retiendra de cette histoire chargée Maud Christen? Le mystère reste entier. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici? On est d'accord, ça n'a rien à voir avec les occupants, hein? Ça c'est important. Ce qui suit maintenant est un condensé des 40 minutes pendant lesquelles Maud Christen a dit ce qu'elle ressentait. Ses propos n'ont pas été dénaturés par le montage et l'ordre chronologique a été respecté. J'ai pas très bonne vibration, je dois dire, hein. C'est curieux comme j'ai cette sensation d'attente. Puis je vois ces espèces de grands couloirs, de déambulation dans des grands couloirs. Quand je travaille, j'ai tendance à me projeter, c'est-à-dire à me voir moi dans la situation. J'ai un très gros problème pour dater votre histoire. J'ai énormément de mal à dater votre histoire. Je sens aussi un univers masculin, autoritaire, agressif, qui peut être impitoyable. J'ai un homme notamment qui a un visage extrêmement dur, arrogant, et qui a un certain plaisir à exercer sur les autres une autorité punitive. Tout me fait peur. C'est comme si j'étais écrasée physiquement, moralement, humainement. Comme si on voulait me réduire à néant. Ou qu'on ait voulu réduire à néant des gens qui se sont trouvés ici. Les détails évoqués sont plutôt troublants. Ils pourraient correspondre au meeting politique de Léon Degrelle, le fondateur du parti Rex, un parti qui collabora avec le régime nazi. Camarades, heil au Führer et rendez-vous à la victoire! Je me demande s'il n'y a pas un conflit politique derrière. Parce que je vois des drapeaux, ça devient binaire. Et comme un match de foot, mais c'est pas vraiment la bonne image. Un camp avec un drapeau, un autre camp avec un autre drapeau, et puis ça devient conquérant, problème de conquête. Un univers masculin dont l'idée est dominons le monde et anéantissons-le. C'est un homme qui a quadrillé la Terre, vous voyez, imaginairement bien sûr, hein, mais qui quadrillait la Terre en se disant ça va être à moi tout ça. Nous sommes dans cet appartement depuis maintenant une demi-heure. Nous proposons à Maud Christen cet objet, un morceau de la piste cyclable du Palais des Sports. Bien entendu, rien ne trahit son origine. C'est marrant, je vois des rassemblements. Une espèce d'union dans un idéal supérieur. Toujours des hommes. Il y a des filles, J'en vois en fait toute la face... comment vous expliquer? J'ai vu toute la face sombre de l'affaire et je suis en train de voir la face lumineuse qui est presque théâtrale beaucoup de courage, beaucoup de vaillance, beaucoup d'honneur. En fait, j'ai une sensation comme des acclamations. C'est vachement festif, c'est magnifique. Une espèce de grande fête, le ciel est bleu, je vois des drapeaux. C'est magnifique. Toujours mon idée de conquête, hein, quand même. Toujours mon idée de conquête, très nette. Je pourrais pas trop en dire plus. Après cette première expérience, Maud Christen accepte un nouveau défi. Elle a toujours les yeux bandés. Nous l'emmenons cette fois sur le site de ce qui fut l'ancien hôpital militaire de Bruxelles. Inauguré en 1888, abandonné en 1980, aujourd'hui le bâtiment n'existe plus. À sa place, un tout nouveau complexe à appartements et bureaux. Il ne reste plus rien du site, sauf quelques photos. On y voit les militaires qui ici ont reçu des soins et retrouvé la santé. Sans oublier les membres du service médical qui pendant près d'un siècle ont exercé dans ces murs leur talent professionnel. Maud Christen va-t-elle non pas deviner le lieu, mais décrire son passé? Verdict. C'est comme si c'était un des
comment dirais-je, un des organes de tout un corps. Et pour moi, ce corps, il est vraiment lié au pouvoir, à l'État. Ça peut être un roi, ça peut être la République, mais c'est l'État. On n'est pas dans des prises de pouvoir sauvages. On est dans quelque chose de très légal et de très solennel. Je pense qu'ici, il devait y avoir des très beaux jardins aussi. Parce que j'ai eu des flashs de jardins, comme si je m'étais promenée dessus. Toujours pareil, ma vision aérienne. Maud dessinera ce qu'elle dit voir, plusieurs jardins, ainsi qu'un bâtiment central. Devant ce bâtiment-là, il y avait une grande allée, une grande haie. La ressemblance est plutôt étonnante. Autour, il y avait des jardins, il y avait d'autres bâtiments autour qui peut-être même fermaient le tout. Il y avait même des fontaines dans ces jardins. C'était très beau, très paysager, avec des jardins extrêmement entretenus. Ce lieu avait une charge, pas magique, mais un peu. Comme si en rentrant là ou en venant là, il pouvait se passer quelque chose de merveilleux pour eux. Être considéré éventuellement absous, guéri, lavé, quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait un avant et un après, qu'il y a des gens qui étaient rentrés ici dans un état à la fois de confusion, de difficulté, de souffrance, et qu'en sortant, ils aient été... ils soient revenus à un état, je dirais, de bonheur. Spontanément, j'ai l'idée que ce lieu était un petit peu une espèce de... considéré comme une chance ou une possibilité. Quand on n'allait pas bien, quand on avait un problème, on pouvait venir là et parfois il se passait quelque chose de merveilleux et on en sortait transformé. Voilà. Maud Christène choisit ensuite de sortir ses cartes. Elles lui sont indispensables pour mettre un peu d'ordre dans ses visions. Le profil des gens qui venaient ici. C'était des gens qui ne pouvaient plus marcher, qui avaient des problèmes de motricité. Parce que ce que je sens, c'est quelque chose qui est relié peut-être au handicap ou à l'impossibilité d'avancer. Les cartes que j'ai tirées, c'est un symbole de mouvement empêché. Le mouvement empêché physiquement, quand on ne peut plus bouger. Une affirmation effectivement très troublante quand on connaît le passé historique de ces deux sites. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Maud Christène qui nous a rejoint maintenant sur ce plateau. Bravo. Bravo et merci surtout, Maud, d'avoir accepté de se prêter à ce petit jeu. Je sais qu'on vous met souvent au défi sur les plateaux de télévision, mais là, la difficulté était triple en l'occurrence, puisque le Palais des Sports de Schaerbeek a évoqué, abrité, comme on l'a vu, trois sortes d'événements, le spectacle, le sport et les meetings politiques. Est-ce que les images dans ces cas-là n'ont pas tendance à se télescoper dans votre esprit? Si, c'est très difficile quand un lieu a servi à plusieurs choses. C'est un peu comme un cocktail dans lequel vous auriez à la fois différents parfums, différents alcools. Il faut une certaine habitude pour arriver à savoir un zeste de quoi, quelle goutte de quel alcool. Et c'est tout un travail, en fait, c'est vrai que c'est une bonne comparaison, effectivement. Il faut extraire chaque parfum. C'est tout un travail d'élaboration par strates, un peu comme un travail d'archéologie, où peu à peu, patiemment, on extrait des informations. Pour y arriver, il faut surtout essayer de ne pas rationaliser, c'est-à-dire de laisser venir les images qui viennent, même si elles sont contradictoires. Par exemple, dans le cas du Palais des Sports, j'avais d'abord vu cet ex-meeting... les meetings politiques de Léon Degrelle. Nazi, oui. Qui m'avait beaucoup troublée. Et à la fois, j'avais ensuite des moments de plaisir qui étaient très importants. Alors, si j'avais commencé à réfléchir, je serais rentrée dans une logique aristotélicienne en me disant il faut choisir où c'est un lieu de bonheur, où c'est un lieu de souffrance. Eh bien non, parce que les lieux, ils évoluent un petit peu comme nous, dans nos vies. On a des moments difficiles et puis d'autres qui le sont moins. Alors, il y a des choses très étranges que vous dites, que vous écrivez dans vos livres et que j'ai eu l'occasion de découvrir. Vous dites que toutes les personnes possèdent des facultés extrasensorielles, mais qu'elles ne les utilisent pas en fait. Absolument. Alors qu'est-ce qui fait que seulement certains y accèdent? Alors d'abord, je pense qu'il y a un problème culturel. On vit dans une culture, la culture européenne, qui n'est pas spécialement favorisante pour ce type de capacité. Je crois que le sixième sens est un sens tout aussi naturel que les 5 autres. Simplement, tout le monde voit avec ses yeux, mais tout le monde ne devient pas un peintre, un photographe,
ou un expert en art. Ça dépend ensuite de ce qu'on fait, de ce qu'on voit. J'ai envie de dire que par rapport au sixième sens, c'est la même chose. Le sixième sens, c'est un condensé des 5 sens, mais qui se passe de manière interne. Ou vous l'éduquez, ou vous le laissez émerger, vous l'éduquez, vous le favorisez, ou il émerge de manière toujours suffisante, il continue d'émerger de manière tellement faible que vous n'arrivez jamais à rien en extraire. Et c'est le cas de la plupart des gens dans notre culture. En tout cas, c'est un sujet passionnant qu'on peut encore développer en allant consulter vos ouvrages, pour en finir avec Madame Irma ou encore Fille des étoiles. Voilà. On apprend beaucoup de choses. Alors, vous allez rester avec nous parce que vous pourrez réagir tout au long de cette émission, bien sûr. Et ce soir, nous allons également soumettre une autre personne à un défi, à une expérience. Il s'agit d'André Gillet, et qui est radiesthésiste. Lui, on va l'accueillir tout de suite en compagnie de son assistante Dominique. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir André et Dominique. Alors merci vous aussi d'accepter ce petit challenge. Je vais pour cela tout de suite vous laisser au bon soin de Stéphane Berthaud qui va tout vous dire de ce qui vous attend. Oui, alors André, Gillet et Dominique. Alors André, vous êtes médium, guérisseur et radiesthésiste. Alors expliquez-nous ce qu'est un radiesthésiste. Un radiesthésiste, c'est une science, ou je dirais plutôt un art qui date depuis des centaines et des centaines d'années. Rappelez-vous, on a tous plus ou moins vu des hommes dans les campagnes rechercher l'eau, rechercher des bâtons de sourcier. On ne va pas rentrer dans les détails comment c'était fabriqué, mais tout le monde, je pense, a cette faculté de ressentir, c'est-à-dire un contact entre le ciel et la terre, et de ressentir cette énergie, cette vibration. Le pendule, c'est autre chose. Ça permet, si vous voulez, d'aller beaucoup plus loin dans les enquêtes, dans les recherches. Là, pour des personnes qui ont disparu, où je travaille bénévolement dans ce domaine de recherche de personnes disparues réellement. Et également, la radiesthésie va pouvoir vous travailler surtout. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui me parle énormément, c'est sur la santé. Alors c'est vrai que dans des conditions un peu moins tragiques, ce soir, nous avons décidé de vous lancer un vrai défi. 2 personnes que les téléspectateurs d'RTL TVI connaissent très très bien sont cachées ce soir dans 2 endroits différents en Belgique. Alors ces 2 personnes, vous les connaissez bien, il s'agit d'Alain Simons et de Julie Taton. Alors il va falloir que vous les retrouviez ce soir. Alors, dites-moi juste de quoi vous avez besoin, par exemple. Une photo, un cheveu ou quelque chose qui appartienne. J'ai 2 coffres, je vais vous les amener, parce que dans ces coffres, vous allez voir... Vous aviez tout prévu, Stéphane? Mais bien sûr, j'ai tout prévu, enfin, Marilène. C'est de la vous le savez, mais oui, regardez, regardez, j'ai 2 coffres. Dans ce coffre-là, il y a les objets personnels d'Alain Simons, regardez. Et vous êtes merveilleuse, Stéphane. Ce sont les lunettes. Les lunettes. Alors, Alain Simon, c'est quelque part en Belgique, il ne voit plus rien. Bon, ça, c'est pas très grave. Et de l'autre côté, vous avez des objets personnels de Julie Taton. Vous avez ses cheveux. Et puis, vous avez un objet qui lui tient beaucoup à cœur, qui est en fait un bijou, une bague. Qui a ses propres vibrations. Voilà, chaque objet s'emprunte de la vibration, comme on peut avoir des vibrations dans les murs. Chaque chose a une empreinte, une vibration, une énergie. J'imagine que vous avez besoin d'un endroit calme, évidemment. Pour mener cette expérience, vous avez toute l'émission pour le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est de me suivre. Vous n'oubliez pas votre pendule. Moi, je prends les coffres et on se retrouve tout de suite en loge où vous allez tout de suite commencer cette expérience. Allez-y, Dominique, avec moi. Et pendant que Stéphane, Dominique et André s'acheminent tout doucement vers la loge qui est prévue pour les accueillir, eh bien moi je vais vous parler de notre concours. Effectivement, tout au long de cette soirée, vous allez pouvoir nous téléphoner pour gagner un fabuleux voyage en Écosse. Alors, eh oui, c'est de circonstance. Alors il s'agit d'un périple de 10 jours pendant lequel vous serez hébergés dans les plus beaux manoirs et châteaux du pays. Hanté ou pas, ça on ne peut pas vous le garantir, mais vous nous le direz au retour. En tout cas, ce voyage, vous allez pouvoir le faire à 2 avec la personne de votre choix. Une voiture sera mise à votre disposition. Et pour cela, eh bien, il suffit de répondre à une simple question. Comment s'appelle le lac d'Écosse qui abriterait, selon la célèbre légende, une monstrueuse créature aquatique? 3 propositions. Numéro 1, le lac Lomond. Numéro 2, le Loch Broom. Ou numéro 3, le Loch Ness. Vous nous contactez par téléphone au 0905 82 200 ou vous envoyez le code CROIRE par SMS au 30 55, suivi de votre choix en tapant 1, 2 ou 3. Bonne chance à tous. Alors,
Alors, pendant ce temps-là, eh bien, nous allons pouvoir entrer en contact avec nos deux envoyés spéciaux. Et le premier, c'est Alain Simons. Alors, Alain Simons, est-ce qu'il m'entend, Alain ? Mais oui, alors, tout Alain, à fait. Dites-nous où vous vous trouvez précisément en Belgique, puisque là, on l'a bien précisé, hein, André et son assistante ne nous entendent pas. Donc, on va mettre tout le monde dans la confidence. Allez-y. Eh bien, écoutez, Marie-Hélène, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Nous sommes dans un endroit extrêmement précis en Belgique. La ville la plus proche, c'est la Louvière. Nous sommes, vous le voyez derrière, hein, c'est l'ascenseur de Strépitieux. C'est le plus grand ascenseur du monde. Pour des bateaux très importants, cet ascenseur monter et descendre 2 bateaux de 1350 tonnes. 1350 tonnes, c'est important. C'est pas le plus énorme, mais c'est très important. Et surtout, il fait, et là c'est quand même gigantesque, 73 mètres de hauteur. Donc c'est un endroit qui n'existe qu'ici en Belgique. Alors votre invité devrait logiquement trouver cela assez rapidement, mais la prochaine fois je lui donnerai peut-être un poil de fesse si vous voulez, non? Peut-être pas, on va pas aller jusque-là. En tout cas, merci Alain, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour d'autres détails encore concernant cet endroit mystérieux. On va maintenant entrer en contact avec Julie Taton. Julie, vous êtes là? Oui, bonsoir Marie-Hélène. Alors, même chose, on va vous demander de vous situer dans la carte de Belgique. Alors, où vous trouvez-vous, Julie? Alors, moi, je suis ici au charbonnage, mieux connu sous le nom de Blénimine. Si je vous dis Argenteau-Trembleur, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais Blénimine, donc, c'est ici. Je suis exactement à 60 mètres sous terre, mais ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Pour raconter l'histoire, en fait, de ce site, eh bien, elle démarre au XVIe siècle, sous l'impulsion des moines, qui décident d'y extraire l'houille. Alors, maintenant, les mines sont fermées, mais on peut toujours y accéder parce que maintenant c'est un site touristique, c'est-à-dire qu'en compagnie d'anciens mineurs, eh bien on peut visiter donc les galeries souterraines. Et à tout à l'heure, Julie. À tout à l'heure, Marie-Hélène. En attendant, eh bien, je vous propose un autre reportage qui traite de ce que l'on appelle communément l'écriture automatique. Cet étrange phénomène permettrait à un défunt de s'exprimer à travers le corps d'un vivant en guidant sa main munie d'un stylo sur une feuille de papier. Alors, pour en observer la démonstration, eh bien, nous nous sommes rendus à Mons, chez Martine. Que penses-tu de maintenant, nous sommes en 2005 jusqu'en 2010, comment vois-tu l'évolution de notre planète? C'est à son père que Martine pose cette question. 2010. Son père, qui est décédé il y a 20 ans. Depuis ce décès, Martine dit communiquer régulièrement avec lui sous la forme de l'écriture automatique. Au cosmos, après cette sphère. La première fois, j'ai pris un stylo pour écrire sur une feuille, donc une liste de courses, et je n'ai pu maîtriser ce stylo puisqu'il a écrit « Martine, t'es médium, je suis ton père ». Je n'ai pas été impressionnée déjà par le fait que c'était mon père. J'ai quand même été très émotionnée parce que ça fait drôle, quoi. Depuis, ces phénomènes feraient partie du quotidien de Martine. À son père se seraient ajoutées 2 autres entités, Élie et Georges, 2 personnes que Martine dit n'avoir jamais connues de sa vie. Ce qui se passe physiquement, je ne ressens rien de spécial, sauf quand je prends un stylo que j'entends ce que l'entité me dit. Mais après, si je faisais ça quelques heures, bien sûr, je perds beaucoup d'énergie, puisque je ne suis qu'un fil, comme le téléphone. Et si je relis un petit peu le monde terrestre et le monde subtil. C'est Élie, oui, je t'affirme. Et cette connexion aurait permis à Martine de développer des dons de médium. Anne-Laurence, elle ne croit pas à tout cela. Cette jeune femme est journaliste de profession. La rigueur, la vérification de tout ce qu'elle avance sont essentielles pour elle. Hey Denis, ça va? Ça va. Il est 12h30, on s'informe tout de suite avec Anne-Laurence Deon et on commence par la météo. Et le retour de belles éclaircies aujourd'hui. Mais en tant que journaliste, Anne-Laurence est aussi curieuse. Elle a donc accepté l'expérience que nous lui avons proposée. Je suis plutôt sceptique concernant la voyance, tout ce qui peut entourer ce milieu-là. De par ma profession aussi, puisque je me base sur des faits concrets tous les jours, à savoir l'actualité. Maintenant, je ne demande qu'à voir, je suis curieuse de nature, donc je vais laisser une porte ouverte. Et c'est avec plaisir que je vais aller rendre visite à cette dame qui fait de l'écriture automatique, en plus que je ne connais absolument pas. Donc on verra si elle va me dévoiler des vérités. Quelques jours plus tard, nous donnons rendez-vous à Anne-Laurence chez Martine. Les 2 femmes ne se sont jamais rencontrées. Bonjour. Martine ne sait absolument rien de notre témoin. Je te posais des questions concernant cette jeune dame.
Grâce à ces guides, comme elle les appelle, pourra-t-elle percer les mystères de la vie d'Anne-Laurence? Elle attend son premier enfant, en aura-t-elle d'autres? Première erreur. Anne-Laurence est déjà maman. Juliette et Louis égayent son quotidien bien chargé depuis 5 et 3 ans. Martine ne l'a pas vue. Poursuivons la séance. Deux filles, un seul garçon. Voilà à en croire Martine le nombre d'enfants qu'aura Laurence. Elle se trompe, cette fois sur le sexe des bambins. Le petit dernier qui s'annonce est encore un garçon. Il est maître dans ce monde. La vois-tu toujours dans le même secteur ailleurs? C'est-à-dire que tu ne travailles pour une autre boîte ou radio, autre chose. Et pourquoi vous me dites radio? Oh, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Ah ouais, d'accord. Anne-Laurence est intriguée. Martine a vu juste. Elle ne savait pourtant pas qu'Anne-Laurence était journaliste en radio. Vient ensuite une question sur la santé du père d'Anne-Laurence. Seul son prénom est donné à Martine. Est-ce que tu vois un danger pour la santé de Michel? Il pourra avoir ou il a déjà des ennuis digestifs. Oui, tout à fait. La vie a... Le père d'Anne-Laurence s'est effectivement fait opérer il y a peu. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour sa vie. Sa maman s'appelle Cécile. Que va dire à présent le guide de Martine à propos de la mère d'Anne-Laurence? Elle doit être plus prudente en voiture. Je ne vois pas de danger pour sa vie, mais elle pourrait avoir un petit accrochage. Martine prévoira ensuite des événements plus personnels, mais Anne-Laurence n'a pas souhaité les partager avec nous. Bien, j'ai été bluffée, notamment quand elle m'a dit que je travaillais à la radio. Bon, il fallait quand même le savoir, parce qu'on n'avait rien dit auparavant, donc elle ne savait même pas que je travaillais dans les médias en général, donc elle ait pu dire ici directement à la radio. Bon, elle a dit vous êtes speakerine ou quelque chose comme ça. Quand tu te dis que vous êtes speakerine? Oui, effectivement, bon, je fais les infos, donc j'ai quand même un rapport avec le public. C'est très particulier. Puis elle a parlé aussi de la santé de mon papa, comme quoi il avait des problèmes digestifs. Pour avoir où il a déjà des ennuis digestifs. C'est vrai qu'il a eu quelques soucis de santé au niveau de l'estomac et des intestins, donc c'est pile poil ce qu'elle a dit. Et puis avec ma maman aussi, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle fasse attention au niveau des accidents de voiture. Et c'est vrai qu'elle est super distraite en voiture. Attention à un petit accrochage à la fin de l'année, mi-décembre. Elle a souvent des accrochages. Donc bon, là, elle m'a rassurée en me disant que ce ne serait rien de grave, mais qu'elle aurait un petit accident au niveau, enfin vers le mois de décembre de cette année, donc fin d'année. Et à partir du moment où on sait que c'est pas grave, c'est vrai que ça rassure, quoi. Par contre, elle a vu qu'au final, j'allais avoir 3 enfants, ce qui est exact, puisque logiquement, si tout se passe bien, ben, j'aurai un 3e petit bout dans quelques mois. Au niveau du sexe, elle a vu que j'allais avoir en tout cas 2 filles et un garçon. Or, pour l'instant, j'ai une fille et un garçon. Et d'après ce qu'on a vu ici, ce serait un petit garçon aussi qui est en route. Les capacités de Martine auront donc globalement convaincu Anne-Laurence. Pour Martine, rien de paranormal à tout cela. L'écriture automatique, c'est pour elle un hobby, tout comme une autre de ses passions, la peinture. Et on accueille en même temps Martine qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Martine. Bonsoir. Alors vous comparez l'écriture automatique à un hobby comme la peinture, c'est quand même pas très banal. Vous n'avez pas le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire quand vous pratiquez cette expérience? Dès qu'on l'a, on a l'impression qu'on l'a toujours eu. Pour l'instant, communiquer avec l'au-delà est tout à fait normal pour moi. On fait ça d'une manière très simple. Enfin, ça ne concerne pas beaucoup de monde en tout cas. Alors, concernant Anne-Laurence, vous avez dit des choses très justes. Là, je me suis prêtée à une expérience. Voilà. Mais petite erreur toutefois concernant les enfants, puisque là, vous les voyez naître dans le futur alors qu'ils sont déjà là. Le temps. C'est courant ce genre de méprise quand il y a chronologie en fait. Oui, parce que le temps n'a pas de temps et puis on peut se prolonger. On voit dans sa vie, elle aura 3 enfants. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu déterminer le temps exact. Alors, parmi toutes les personnes qui assistent à ce genre d'expérience, il y en a qui sont très sceptiques. Est-ce que vous pouvez les comprendre? Oui, moi je suis très tolérante, je comprends tout le monde. Je devais persuader personne. Je crois qu'on trouve... Vous-même, avant de faire cette expérience, est-ce que vous doutiez de l'existence de tels phénomènes? Non, j'ai toujours cru à l'au-delà.
C'est vrai. Bien, alors, parmi ceux qui doutent et qui s'insurgent même parfois contre l'idée que de tels pouvoirs existent, eh bien, il y a surtout beaucoup de représentants du monde scientifique. Alors, je voudrais maintenant donner la parole au professeur Jean-Michel Guéry, qui est avec nous. Professeur, bonsoir. Vous êtes neurologue, spécialiste en neurophysiologie clinique à la clinique Edith Cavell. Quel regard le scientifique que vous êtes porte-t-il sur ce genre de phénomène, l'écriture automatique ? Premier point, c'est que je suis prêt à accepter énormément de choses sur les capacités de perception. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il m'est plus difficile de marquer mon accord. Bon, prenons l'exemple de cette écriture téléguidée par un parent défunt. Bon, ça supposerait une certaine communication de la part de cette personne. Bon, pour communiquer, il faut un cerveau, et quand on est mort, on n'a plus de cerveau. Et donc, quand on est mort, on ne communique plus. Est-ce que vous pratiquez, Maud, de l'écriture automatique? Non, moi j'utilise des livres que j'ouvre au hasard en ayant des réponses qui sont tout à fait pertinentes. Et ce qui est important quand même, c'est que quand Martine dit quelque chose à cette personne qui s'est prêtée à l'expérience, dont j'ai oublié le prénom, globalement, ça colle. Et d'une manière tout de même assez précise. Parce que le papa d'Anne-Laurence, il pouvait avoir toutes sortes de problèmes de santé. Il pouvait avoir on peut dresser une liste de 50 problèmes de santé. C'est celui-là. Les interrogations demeurent. Donc après, il y a les faits. On peut se poser des questions, mais il y a quand même les faits. Les faits sont là. En tout cas, si l'on accepte que l'idée que les morts puissent se manifester, eh bien, on se doit d'envisager l'existence des fantômes. Alors, de quoi susciter bien sûr de grands éclats de rire chez les uns, de terribles sueurs froides peut-être chez les autres. Pas de panique toutefois, parce que le sentiment de malaise qui est ressenti dans une maison peut parfois s'expliquer. C'est en tout cas la version des géobiologues qui en attribuent la responsabilité à des ondes électromagnétiques. Mais malgré tout, il existe parfois des histoires dont le scénario fait frémir. Regardez. Nous sommes quelque part dans le Hainaut. Une maison comme les autres de l'extérieur, et pourtant sa propriétaire, qui a souhaité garder l'anonymat, d'y vivre d'étranges phénomènes. L'apparition d'une entité, comme elle l'appelle, sur le palier en face de ce qui est aujourd'hui la chambre à coucher de ses enfants. À l'époque, cette chambre-ci était ma chambre, et donc je le voyais à l'entrée de la porte, juste ici devant moi, qui regardait vers la chambre. Je voyais le contour et tout l'intérieur était noir. Donc, je ne peux pas préciser, je ne reconnaîtrai pas, il n'y a pas de visage. Mais j'avais le sentiment en tout cas que c'était plutôt une silhouette homme, masculine. Une silhouette statique qui effraie aujourd'hui encore Isabelle. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle se dit confrontée à ce type de phénomène. Il se serait manifesté dès ses 5 ans, mais depuis l'achat de cette maison il y a bientôt 10 ans, son quotidien est devenu très pesant. Moi, aujourd'hui, je suis vidée. J'ai pas d'énergie et je sens pas une énergie qui pourrait revenir. La cohabitation est difficile, ça c'est clair. Pour l'entité, je ne sais pas comment l'entité le vit, mais pour moi, en tout cas, c'est épuisant. Le lendemain, nous retrouvons Isabelle. Nous sommes accompagnés d'un géobiologue. Bonjour, je vous en prie. Bonjour. Entrez. Cela fait 3 ans que Christophe Oxtoul pratique la géobiologie. Cet agent immobilier se présente volontiers comme un thérapeute de la maison. Donc vous n'allez pas bien? Non, en fait, je me sens excessivement fatiguée et j'arrive pas à récupérer. Donc, c'est pour ça que je fais appel à vous. Ok, on va tester ça. Le diagnostic est posé. Christophe peut à présent s'attaquer aux pièces de l'habitation munies de ce premier outil. Il mesure les champs électriques et magnétiques. Correspondent-ils ici aux normes fixées en matière de bien-être? Christophe ne détecte pas de champs perturbants dans la cuisine. Isabelle, on va tester ici la résistance de la mise à la terre de l'installation électrique. Donc c'est très important parce que ça permet d'absorber évidemment le champ électrique. Donc ici ce qu'on constate, c'est que c'est tout à fait correct. Donc il y a un minimum 30 ohms de résistance, donc ça me semble être une bonne installation. Pas de problème donc électromagnétique à cet étage-ci, mais les sources du mal-être dans une maison peuvent être multiples. Je dirais d'abord les problèmes liés au sous-sol, les problèmes telluriques liés à la diversité du sous-sol qui est fait de failles, de cavités, de cours d'eau, et qui ont un impact sur les êtres humains qui vivent à la surface. Et à y croire Christophe, cela peut être particulièrement nocif dans la chambre à coucher. Voilà, ça c'est ma chambre.
D'accord, ce que je propose de regarder, c'est la position du lit. Donc ici, le nord est là. Et idéalement, la tête du lit doit être passée au nord ou à l'est. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est plutôt à l'ouest et vers le sud. Donc pour moi, le lit, il n'est pas bien positionné. Voici donc le premier point noir détecté. Le lit est un endroit particulièrement important pour les enfants pour régénérer le corps. Donc ici, ce qu'on constate, c'est dès qu'on s'approche du réveil électronique, le seuil de tolérance, tant au niveau du champ électrique que pour le champ magnétique, est dépassé. Donc une première solution de bon sens, ça serait évidemment d'éloigner le réveil électronique de la tête du lit. Une deuxième chose, certainement, ça serait également de mettre des câbles électriques blindés afin qu'ils absorbent le champ électrique qui est généré par le courant. Christophe s'attaquera ensuite au luminaire. Son appareillage décèlera ici aussi quelques défaillances, mais rien de très grave. Le bilan électromagnétique est donc globalement satisfaisant selon notre géobiologue. La cause du mal-être d'Isabelle reste donc mystérieuse, mais pas à ses yeux. Elle est persuadée que sa maison est hantée. Isabelle fait appel cette fois à une exorciste. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La prière et un verre d'eau salée, c'est avec cela qu'Annie dit pouvoir venir à bout de tout esprit qui hante une demeure. Dès son arrivée chez Isabelle, Annie dit ressentir la présence de deux entités. Et il s'agit de quoi? D'un homme, d'une femme? C'est une femme qui est décédée, une personne âgée qui a souffert beaucoup. Et l'homme doit être son fils. Donc je vais vous aider à résoudre un peu ce problème. Je vais dégager votre maison. Ce sont plutôt des gens qui meurent en souffrance. Donc des gens qui sont matérialistes, des gens qui souffrent beaucoup. Et à ce moment-là, ils ont beaucoup de difficultés à partir dans l'au-delà. Et bon, c'est là où est ma mission, les aider à partir. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Annie n'épargnera aucune pièce de la maison. Votre petite fille a des insomnies ici, elle ne dort pas bien. Oui, la fille qui dort dans ce lit-là, oui, effectivement, les nuits, c'est épouvantable. C'est dans le grenier que s'achèvera le travail de dégagement, comme l'appelle Annie, non sans épuisement pour Isabelle. Je ne vous sens pas bien. C'est vrai que j'ai un effet comme si mes jambes étaient coupées, c'est désagréable. Oui, sa présence est ici. C'est pour ça que vous le ressentez aussi fort. Annie achèvera sa mission par une douche, histoire de se purifier. La séance aura duré 2 heures, elle ne coûtera rien à Isabelle. Question de principe, dit Annie. Priez pour nous pauvres pécheurs. Physiquement, on se sent épuisé, on se sent très fatigué, mais moralement, on se sent très bien parce qu'on a pu aider quelqu'un. Donc cette personne, je pense, va pouvoir retrouver la sérénité, le calme chez elle. À partir du moment où cette personne a pu aussi, elle, partir vers la lumière, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Alors tout va rentrer dans l'ordre, ça on va le vérifier tout à l'heure. Avant cela, eh bien, je voudrais saluer Annie. Bonsoir, c'est avec nous maintenant. Annie, c'est vous qui avez donc pratiqué ces rituels, non pas d'exorcisme, mais plutôt de dégagement. C'est un mot que vous préférez. Oui, l'exorcisme, c'est plutôt pour les personnes qui sont possédées, entre guillemets. Possédées, voilà. Bien. Alors on va parler justement du résultat de cette opération. En fait, Stéphane, vous avez eu des nouvelles d'Isabelle. Apparemment, les choses ne seraient pas vraiment réglées. Non, c'est vrai que, bon, comme vous l'avez vu, Isabelle n'a pas voulu venir sur le plateau parce qu'elle souhaite garder l'anonymat. Elle est toujours dans un état d'extrême fatigue, c'est vrai. On a pris des nouvelles très récemment. Vous êtes venu une deuxième fois, je crois, chez elle, faire une deuxième séance. Et c'est vrai que depuis cette séance, elle nous a dit qu'elle est un petit peu mieux, mais elle est très, très préoccupée parce que sa fille, la plus jeune de ses filles, aurait vu elle aussi cette entité, ce qui, vous l'imaginez, stresse énormément Isabelle. Voilà, pour les nouvelles. Et alors à vos côtés, il y a Christophe Oxtool, qu'on a vu aussi dans le reportage. Alors vous avez une approche beaucoup plus technique du problème, puisque je le rappelle, vous êtes géobiologue, et vous traquez les ondes électromagnétiques qui peuvent perturber également une maison, une habitation. Est-ce que c'est un phénomène qui est courant ? En général, les installations sont bien faites, mais le travail de géobiologue, ce n'est pas uniquement les ondes électromagnétiques. Donc, il peut détecter avec des appareils scientifiques s'il a envie de développer cet aspect-là. Donc, il y a des gens en Belgique qui sont vraiment des scientifiques qui font que ça. Et puis, en général, les géobiologues traditionnels font aussi de la radiesthésie. Et donc, c'est un peu un mixte entre des tests scientifiques et alors un ressenti personnel avec des outils comme la radiesthésie ou le ressenti pur. D'accord, mais en tout cas, là, vous n'avez pas détecté quelque chose que vous auriez pu
pu corriger chez cette dame. Donc là, clairement, dans la maison, de manière scientifique ou de manière normale, tous les paramètres étaient OK. D'accord, il faudra encore mener l'enquête. Voilà, mais en tout cas, fantasme ou fantasmagorie, hein, l'esprit peut-il nous jouer des tours sur ce point? J'aimerais maintenant donner la parole au professeur Jean Dierkens, qui est avec nous, qui est ici, juste derrière vous. Le professeur Dierkens est psychiatre, psychanalyste, ancien professeur d'université. Alors, ce qui vous caractérise, et ça, je tiens à le souligner, parce que c'est pas banal pour un scientifique, c'est que vous vous intéressez depuis près d'une quarantaine d'années à tous ces phénomènes qu'on dit paranormaux. Exactement. Donc vous êtes à la fois cartésien et quand même très ouvert à l'univers de l'irrationnel. C'est vrai que le cerveau est important, mais je crois aussi qu'après la mort physique, il reste un centre de conscience qui continue à suivre une évolution. Alors pourquoi ai-je été convaincu de cela alors que j'étais absolument totalement opposé à tout cela, athée et tout, c'est parce que j'ai expérimenté. J'ai été voir, pendant plus de 45 ans avec ma femme, nous avons été voir, et il y a eu tellement d'informations qui ont été données, non seulement des informations disons, données psychologiques, mais aussi des photos, des enregistrements, et il n'est pas possible de passer à côté. Alors on peut évidemment dire que je suis en train de délirer, mais les photos sont là, les choses sont là. On ne se permettrait pas. On va en rester là. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Dans un instant, d'autres énigmes et d'autres mystères. Nous suivrons bien sûr l'évolution des recherches d'André Gillet, notre invité radiesthésiste, et de son assistante Dominique. Nous verrons où ils en sont, s'ils progressent, pour retrouver nos envoyés spéciaux, Alain Simons et Julie Taton. On se retrouve dans quelques instants. Patrick Drouot croit en la réincarnation. D'après lui, il est possible de retrouver ses vies passées. Un voyage dans le temps que nous avons testé pour vous. J'ai le sentiment d'étouffer un peu, comme si j'avais un corset, en fait. Ah. Les esprits communiqueraient avec nous de mille et une façons. Il suffit, selon certains, d'être ouvert à leurs manifestations, parfois spectaculaires. Posez votre main, posez votre main, posez votre main, posez votre main. Nous avons mis ce jeune médium au défi. Réussira-t-il à entrer en contact avec les proches disparus de nos 3 témoins? Il s'en dit capable. Sortir de son corps, entrer dans un tunnel de lumière. Les récits sur les expériences de mort imminente sont surprenants. Témoignage ce soir. Je t'aime, ma chérie, et je t'écouterai avec attention. Nicole communiquerait régulièrement avec sa fille. Rien de paranormal à cela. C'est plus étrange quand on sait que Amélie est décédée il y a 2 ans.